Bonsoir à tous ceux qui sont sur Mediapart Live, à tous ceux qui nous ont rejoints. On va passer 1 heure à parler de l'actualité de la semaine française et les révélations de Mediapart, le traditionnel retour sur enquête. Alors, on va revenir dans un premier temps sur l'allocution hier soir d'Emmanuel Macron et la gestion par la majorité de cet événement, donc l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui est intervenu au cours d'une semaine où devaient être tirées les conclusions du grand débat, le fameux grand débat national, par le président de la République lui-même. Alors avec moi pour en parler, Hélène Salvi et Manuel Jardineau, qui suivent respectivement l'exécutif et la majorité pour le journal. Alors nous étions tous les trois, avec quelques collègues, hier soir, ici même. On avait branché l'écran et puis on allait écouter le président de la République. Et on pensait naïvement qu'on allait commenter ce soir ses principales annonces d'après grand débat. Et puis voici ce qu'on a entendu. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Voilà, le moment n'est pas encore venu, Hélène. On était quand même un peu stupéfaits hier soir. Alors, on imagine que le président a voulu mettre beaucoup de solennité dans ce moment, mais on se demande s'il n'y a quand même pas un peu de désinvolture, quand même, après tant de mois à attendre ces fameuses grandes annonces, après tant de mois de débats assez longs, tout de même. En fait, c'est ça ce qui s'est produit hier soir, c'est le décalage entre ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire solenniser un peu à outrance quand même le moment, c'est-à-dire effectivement l'incendie de Notre-Dame lundi soir qui a provoqué de l'émotion, de l'émoi, de la tristesse chez certains, voilà, qui est effectivement une catastrophe, enfin, voilà, un monument historique qui brûle, on ne va jamais se réjouir là-dessus. Pour autant, quand on regarde ce qui se passe en France depuis 5 mois, c'est-à-dire quand même une crise sociale inédite d'une ampleur assez importante et dont l'exécutif lui-même avait pris la mesure, puisque non seulement ils avaient fait déjà quelques concessions au mois de décembre, notamment sur la question du pouvoir d'achat, puis avait essayé de faire retomber un peu la pression du mouvement des Gilets jaunes en instaurant ces 2 mois de débat, en y mettant beaucoup d'espoir aussi, c'est-à-dire en disant, voilà, on vous a compris, on a pris la mesure de vos colères, qui sont multiples, qui sont diverses, et on va y répondre, mais d'abord, on va prendre le temps de vous écouter. Enfin, tout ça a été très... Une procédure qu'on peut critiquer, mais qui était assez inédite à l'image de ce mouvement social. Voilà, qui était assez organisé, et surtout qui était... dans les mots mêmes du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des élus, etc., qui était vraiment une proposition pleine de promesses. Tant et si bien que prenant le temps, disant je prends le temps, j'écouterai, et puis après je vous donnerai mes solutions, enfin mes réponses mi-avril. Le week-end dernier, la présidence de la République avait même un peu teasé le moment en disant, en diffusant une vidéo un peu. Alors ils aiment bien faire ça, moi, je ne sais pas, mais bon, un peu avec des codes de cinéma, c'est-à-dire avec des bouts du grand débat, puis des images d'Emmanuel Macron disant je vous réponds lui-même demain, lundi, donc le fameux soir. Il s'avère qu'il s'est passé ce qui s'est passé à Notre-Dame de Paris et qu'il a tout stoppé. Il s'est rendu à 2 reprises dans la soirée de lundi soir, j'allais dire au chevet de Notre-Dame de Paris, mais enfin voilà, sur le parvis. Il s'est exprimé déjà officiellement à cette occasion. Il a fait une première allocution. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on, j'allais dire, pas à ce qu'on réembraye immédiatement sur la vraie vie, mais enfin à ce qui est en tout cas pas une deuxième allocution sur le lendemain et peut-être des réponses apportées au mouvement social. Moi, ce qui m'étonne un peu, parce que là vous avez passé un extrait, moi il y a des mots dans l'allocution d'hier qui m'ont un peu étonnée, notamment quand il dit je sais toutes les pressions, je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faille réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date. Enfin, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais de quoi on parle, en fait ? C'est quoi l'espèce de fausse impatience ? Est-ce que c'est l'impatience des gens
qui depuis 5 mois sont dans la rue en disant qu'en fait, ils n'ont pas de quoi finir leur fin de mois. Si c'est ça la fausse impatience, moi je suis un petit peu embêtée. Je me suis dit mais à qui il a pris la mesure enfin voilà, c'est juste, mais à qui il parle en fait quand il parle de ça? Est-ce que c'est la fausse impatience peut-être des médias, peut-être qui visaient? Oui, mais auquel cas le président de la République, quand il fait une allocution officielle, j'ose espérer qu'il ne s'adresse pas aux journalistes mais aux Français. Donc à mon sens, on a un petit sujet sur les formulations, quoi. Manuel, il se trouve que la majorité a totalement suivi cette communication présidentielle, sans trop de surprise, hein, c'est la majorité présidentielle, mais il y a eu aussi tout un effort scénaristique en disant on arrête même la campagne des européennes. Alors c'était pour une semaine, a-t-on même entendu, bon finalement... comme d'habitude, en fait, avec la longtemps. majorité, c'est toujours... Emmanuel Macron qui donne le tempo. Et donc là, dès qu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame, sont venus aussi un certain nombre de députés, en particulier les députés de Paris, ce qui peut être compréhensible, mais très très vite dans la soirée, a été annoncé le gel de la campagne électorale pour une semaine au départ, comme s'il y avait un deuil à respecter politique immédiat. On peut comprendre effectivement qu'il y avait ce moment où la cathédrale était encore en flammes et pas encore, les poutres pas encore refroidies, qu'on ne pouvait pas réembrayer tout de suite sur la dernière directive des lanceurs d'alerte, concernant les lanceurs d'alerte. Mais une semaine paraissait beaucoup. Alors, depuis, comme tous les partis politiques ne se sont pas mis au diapason, certains ont dit 24 heures, 48 heures, et en gros, à partir d'aujourd'hui, voire de demain, la campagne électorale pour les européennes recommence. Donc, par exemple, Nathalie Loiseau, la tête de liste pour les européennes de La République En Marche, fait son prochain déplacement en Saône-et-Loire sur la question de l'agriculture. Donc, ça reprend un petit peu, la campagne reprend un peu ses droits, je dirais, mais il y a eu ce moment un peu de la même façon, on a eu cette stupéfaction devant l'annonce d'Emmanuel Macron sur on ne peut parler que de la cathédrale, et on ne peut plus parler de politique. Il faut attendre, parce que le président l'a dit, en fait, il faut attendre que le président décide de la prochaine séquence politique. Ouais. Avant de parler de politique un peu plus substantielle, justement, j'aimerais quand même insister sur cette outrance dont tu as parlé dans la solennité et puis dans cette durée envisagée presque d'une semaine de deuil, entre guillemets. On imagine l'équivalent pour un attentat où il y aurait eu des vies humaines perdues, quoi. C'est ça qui laisse un peu bouche bée, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est toujours le problème avec l'excès. Quand on place la barre haut, on se demande un peu où on va la placer le jour où il y a quelque chose d'encore plus dramatique, comme la France l'a déjà connu, hein, d'ailleurs, au cours des années précédentes. Donc c'est vrai que tout triste que l'incendie soit, c'est pas un attentat, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mort, il y a pas. Alors, on peut répéter évidemment les pompiers qui ont risqué leur vie, tout ça est vrai. Je veux dire, il n'y a pas de problème, mais enfin, quand même, il faut savoir proportion et raison garder à un moment donné. Et l'autre chose aussi, c'est que de toute façon, et on le sait parce qu'Emmanuel Macron l'avait déjà théorisé durant sa campagne, puis au cours de certains entretiens pendant les 2 premières années de quinquennat, c'est que il veut incarner la stature présidentielle par le biais de symboles, justement, qu'il considère très forts, qui sont celui du récit national, de s'inscrire dans la grande histoire de France et tout. Bon, clairement, il veut, depuis le départ, trouver à un moment donné une façon de laisser sa propre trace dans cette histoire-là. Que, en fait, la France, et c'est ce qu'il disait dans un entretien à la Nouvelle Revue Française il y a plusieurs mois déjà, il disait, voilà, moi, je suis le produit, je crois que c'était je suis le dernier Aztèque, de tout ça. Enfin bon, il est quand même dans cette chose-là. Et d'ailleurs, on l'avait vu dès son élection, je veux dire, la mise en scène de l'arrivée dans la cour du Louvre. Ensuite, il reçoit Vladimir Poutine pour la première fois à Versailles, puis tous les start-upers aussi. Enfin bon, à chaque fois, on est quand même dans une communication et dans une imagerie qui est très la grandeur de la France, mais façon les dorures de la République et presque, j'ai envie de dire, un petit peu la stature du roi. D'ailleurs, ce qu'il a jamais renié. Il disait la France manque d'un roi ou n'a jamais accepté. Ouais.
que la figure monarchique s'en aille vraiment. Manuel, tu voulais rajouter? Pour faire le lien entre cette stature qu'il veut prendre et puis finalement la politique qu'il a menée, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez étonnant dans sa déclaration, lorsqu'il, à la surprise de beaucoup, et on va en parler plus tard, de beaucoup d'architectes, etc., disant on va la reconstruire en 5 ans. Et ça, c'est complètement Macron et La République En Marche. Il faut tout faire vite, plus vite que les autres, sans écouter ce qu'il y a autour. Là, on ne sait pas de qui s'entourer, de quel conseil il a pu prendre en à peine 24 heures pour dire en 5 ans, on va le faire. Et de la même façon qu'ils ont mené une politique extrêmement forte, sans écouter ni peut-être la rue, ni peut-être à certains moments les oppositions, il prend des décisions comme ça et il va falloir y aller directement parce que le président l'a décidé. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que alors aujourd'hui, la journée de mercredi qui devait être consacrée initialement à avoir une conférence de presse, de grandes explications du président de la République, finalement s'est transformée en journée dédiée donc, à Notre-Dame de Paris, avec un conseil des ministres dédié ce matin, puis une réunion à l'Élysée avec tous les ministres concernés, etc. Bon. Ok. Donc, à la sortie du Conseil des ministres, il a été évidemment question de Notre-Dame de Paris. Et c'est le Premier ministre qui a tenu le compte-rendu hebdomadaire aujourd'hui. Et il a été interrogé sur justement ces 5 ans, parce que depuis qu'Emmanuel Macron a dit ça hier soir, évidemment, tout le monde est parti en toupie, et les experts en premier, en disant c'est sympa, mais enfin bon... Peut-être un peu court. Ce serait peut-être un petit peu court. Et donc, le Premier ministre a été interrogé là-dessus, et c'est assez drôle, parce qu'il a eu une réflexion en disant oui, prenant un peu conscience quand même de la chose, en disant oui, bah, c'est une ambition. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une ambition. Parfois, Emmanuel Macron se laisse rattraper par ses ambitions. Justement, c'est-à-dire, est-ce que cette inscription, comme ce que tu décrivais dans le récit national, dans cette imagerie, dans toute cette symbolique, est-ce qu'elle n'est pas plus facile, finalement, à accomplir que de délivrer ces fameuses annonces substantielles qu'on attendait? C'est une question qu'on pourrait te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les contraintes qui sont celles du pouvoir, les contraintes objectives, notamment européennes, et les contraintes du propre cap politique que suit cette majorité, est-ce qu'il est en mesure de répondre justement à la contestation qui s'est exprimée ces derniers mois? On rappelle, c'est des demandes d'égalité fiscale, de nouveaux droits politiques avec le fameux RIC. Est-ce qu'il est en mesure d'offrir des annonces substantielles et encore plus des annonces qui surprennent un petit peu? C'est ce qu'on nous avait vendu, en fait. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait l'incendie de lundi soir, les annonces qui devaient arriver lundi était... moi, on me disait, vous vous rendez pas compte, il va surprendre, ce sera explosif. Bon. Ça, c'est une partie. Et de l'autre côté, quand même, certains reconnaissaient que ce serait forcément décevant. C'est-à-dire qu'on peut pas... Il y a tellement de colère qui s'exprime et c'est tellement... à rebours en fait, de la politique qui est menée depuis 2 ans et à laquelle en fait, ils ne veulent pas renoncer. C'est-à-dire que le fameux cap, en clair, la vision de la société que se fait Emmanuel Macron sur tous les plans, économiques, sociaux, etc., il ne veut pas en bouger. Donc, il ne peut faire que des ajustements à la marge qui, de fait, ne satisferont pas les gens. Alors justement, ces ajustements, on a vu hier qui ont circulé dans plusieurs médias, même agences de presse, on a vu circuler les fameuses mesures qui auraient été annoncées. Alors ça allait un peu dans tous les sens, on a parlé de la suppression de l'ENA, l'introduction de proportionnelle. Quel statut elles ont, ces annonces-là? Est-ce qu'il s'agit uniquement de rumeurs? Est-ce que ça peut être des fuites plus ou moins organisées? Qu'est-ce qu'on peut dire journalistiquement de ces choses qui ont quand même circulé chez les confrères? Ce qu'on sait depuis 24 heures, c'est que visiblement, en fait, certains confrères avaient eu le texte de l'allocution en amont de sa diffusion, pour la simple et bonne raison qu'il faut qu'ils préparent leurs papiers pour qu'ils sortent directement après l'allocution du président. Étonnamment, Mediapart, on ne leur envoie jamais le texte avant. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, l'agence France Presse l'avait eu. Je crois qu'une télévision avait eu aussi l'enregistrement même. Donc voilà, le fait est qu'ensuite, c'est présenté le lendemain comme des exclus. Alors c'est un peu compliqué, mais ça c'est le jeu aussi entre l'Élysée et les journalistes. Je veux dire, à un moment... faut être clair, quoi. Je veux dire, soit on rentre dans une espèce de communication, soit on fait de l'information. Mais je veux dire, tout ça est
toujours un peu bizarre. Donc c'est une des raisons qui explique pourquoi ces mesures-là sont sorties. Il semblerait que ce soit bien celle qu'il voulait du coup annoncer lundi. Il semblerait aussi qu'aujourd'hui il soit un peu embêté parce que comme on l'écrivait hier avec Romaric Gaudin, quand on regarde un petit peu, alors même si c'est absolument pas détaillé, c'est juste pour le moment des mesures, on ne sait pas vraiment ni comment elles seront financées, ni ce qu'elles recouvreront exactement et tout ça. Mais quand bien même on aurait ces détails, c'est vrai qu'en les regardant d'un peu plus près, elles n'ont pas d'immense portée, sinon celui de l'effet surprise. Je prends l'exemple le plus cité depuis hier, qui est la fameuse suppression de l'École nationale d'administration, l'ENA. C'est vrai que sur le papier, symboliquement, on se dit « Ah, il a compris quelque chose des élites, en fait, ça ne fonctionne pas ». Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, supprimer l'ENA comme une école en tant que telle, sans toucher à la question des grands corps derrière, sans toucher à la question de la formation avant, du cursus scolaire pour arriver à l'ENA, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, comme le diable, comme toujours, se cache dans les détails, c'est toujours intéressant de regarder au-delà des annonces ce qui va être mis en place. Le problème, c'est que ces annonces-là, aujourd'hui, elles feront plus surprise. Donc, soit il en trouve d'autres, ce qui semble un peu compliqué parce qu'il a déjà mis 2 mois à trouver celle-ci, soit je ne sais pas. Alors Manuel, on sait d'ailleurs si le parti ou les députés sont impliqués dans ces annonces-là. Est-ce qu'ils donnent des éléments au président qui ensuite fait le tri En fait, le processus du côté de la majorité s'est fait en 2 temps. Il y a d'un côté La République En Marche en tant que mouvement qui a organisé elle-même son propre grand débat, qui a organisé un certain nombre de réunions, qui a sollicité ses adhérents, en fait, qui sont que des gens qui ont cliqué sur le site, pour faire des propositions, et qui a sorti un certain nombre de propositions, assez maigres, faut bien le dire. Et puis ensuite, il y a le groupe parlementaire, qui lui-même aussi a travaillé. Les députés ont eux-mêmes organisé des réunions. Bon, tout ça, le grand débat, on voit comment il s'est organisé à plein de niveaux, et ce qui le rend très opaque, en fait, parce que voilà, du côté du groupe parlementaire, on ne sait pas du tout quels sont les critères qui ont été retenus, et qui eux-mêmes ont proposé un certain nombre de solutions, ou en tout cas de sortie de crise. Le problème, et on en revient toujours à la même chose avec Emmanuel Macron, qui dirige complètement le pays et sa majorité, c'est que voilà, ça a été mis sur la table de la part de la majorité, et il semble qu'il n'y ait pas eu énormément de discussions, puisque lorsqu'on regarde un peu, on fait rapidement le comparatif, il n'y a pas énormément de choses proposées par la majorité qui est repris par Emmanuel Macron, ou en tout cas sur les choses qui pouvaient être un tout petit peu iconoclastes, et je pense en particulier sur la question de la justice fiscale, la question de la révision des droits de succession, qui est un enjeu très fort sur ce sujet-là, auquel Emmanuel Macron est absolument opposé. Ouais, qu'il avait déjà balayé d'un revers de la main quand ça avait été évoqué à la rentrée dernière, qui est revenu un petit peu dans la question du grand débat par la majorité, et qui là, en tout cas en tant que tel, n'est pas du tout repris par le président de la République. Alors, on a dit la campagne des Européennes a repris. Tu suis la liste dirigée par Madame Loiseau, qui était ministre avant aux Affaires européennes. Ils ont un programme. Tu vas pouvoir te mettre un programme sous la dent bientôt ? Alors, 2 programmes point encore. On nous le promettait au départ là, pour la mi-avril. Alors, est-ce que... On rappelle que l'élection est le 26 mai. L'élection est le 26 mai. Est-ce qu'ils sont vraiment en retard, ce que je pense, ou alors ça allait... rentrer en collision avec les fameuses annonces du président de la République, ce qui était aussi problématique. Donc ça a été repoussé, a priori, selon nos informations, au 25 avril. Donc 1 mois avant. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a, et j'ai l'impression vraiment de beaucoup me répéter, ce sont les propositions d'Emmanuel Macron, puisque finalement la campagne électorale du côté de la majorité a commencé le 4 mars avec le texte intitulé Renaissance, qui a été publié dans l'ensemble des pays européens, dans toutes les langues, qui est une adresse d'Emmanuel Macron à l'Europe, pour sauver l'Europe, en gros, contre les nationalistes, et puis en faisant quelques propositions, 5-6 propositions un petit peu concrètes,
qui est la base, le socle sur lequel La République En Marche doit travailler. Il semble qu'il y ait pas mal quand même de discussions internes, notamment depuis que la liste a été constituée, avec des agriculteurs, avec des écologistes, et notamment sur la question écologiste et agricole. C'est pas facile de trouver le bon équilibre pour et convaincre l'opinion et peut-être trouver des partenaires en Europe. Je vous remercie tous les deux pour ce petit point. Et Mediapart Live continue. Restez avec nous dans un instant. On va parler justement de Notre-Dame de Paris, mais non pas d'un point de vue politique, avec un historien cette fois-ci. À tout de suite.